Donc, les arrêts du 20 janvier 2023 ont été annoncés. On a convoqué une tribune de praticiens pour que chacun, en fonction de leur spécialité, nous dise comment ils ont vécu, ils vivent et ils envisagent la réception de ces arrêts d'assemblée plénière. Il y aura 3 temps. D'abord, la réception de ces arrêts dans la branche spécifique des accidents du travail, maladies professionnelles. Ensuite, la réception de ces arrêts dans ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler le droit commun de la réparation du dommage corporel. Et enfin, on questionnera l'avenir de ces arrêts ou de ce qu'ils ont pu apporter. Donc, on a la chance d'avoir un président à la tribune. Donc, on va lui faire une délégation en bonne et due forme. Voilà. Donc, on va vous laisser la parole. Donc, pour la réception d'abord de ces arrêts en ATMP. Et donc, tu vas pouvoir passer la parole à tes petits voisins de gauche, je crois. C'est ce qui était prévu. Voilà. De ce cadeau empoisonné. Bon après-midi. Bien, ces arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023 sont autant d'espérance pour les victimes que d'abîmes de perplexité pour les praticiens que nous sommes, que ce soit donc en matière de sécurité sociale, en matière de droit commun. On a esquissé tout à l'heure le fait qu'effectivement, le droit à la réparation intégrale du préjudice, qui est un vœu exprimé dans les rapports de la Cour de cassation, si vous ouvrez le rapport 2023 de la Cour de cassation qui fait référence à 2022, la deuxième chambre civile, section sécurité sociale, écrit en toutes lettres qu'elle souhaite le rapprochement des régimes d'indemnisation, l'unification des régimes d'indemnisation et appelle de ses vœux une réforme législative. Il vous a été rappelé tout à l'heure que l'article L452.3, qui était un progrès il y a plus de 100 ans, devient un frein, puisqu'il définit une nomenclature impérative pour le juge. Et la question était de savoir comment lire les arrêts de la Cour de cassation, notamment sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Ça fait des années que dans les discussions que j'avais avec certains avocats, je disais le problème, c'est la rente. Le problème, c'est la rente, et c'est comme ça que la Cour de cassation a analysé le déficit fonctionnel, ce qu'indemnisait la rente et donc ce qu'elle n'indemnise pas en droit commun, parce que, et vous verrez si vous avez accès au rapport de Mme Van Rumbeck qui a rapporté ses arrêts pour l'Assemblée plénière, elle fait un historique complet du contenu de la rente jusqu'aux dernières législations qui l'ont définie, pour en conclure effectivement ce qu'a dit la Cour de cassation: la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Et quand vous lisez les chapeaux des arrêts, les titrages des arrêts de l'Assemblée plénière, vous êtes pris d'un doute sur la portée de ces arrêts. On a l'impression que, comme le général de Gaulle, la Cour de cassation a répondu à une question qu'on ne lui avait pas posée. Les arrêts qui lui étaient soumis portaient sur le principe de savoir si, effectivement, le préjudice de la douleur physique et morale prévu dans l'article L452.3 était ou non indemnisable distinctement de la rente. Et le chapeau y répond en disant qu'effectivement, ces préjudices ne sont pas indemnisés, et pour autant, de manière péremptoire, l'Assemblée plénière vient dire c'est le DFP qui n'est pas indemnisé par la rente. Donc, première perplexité. On a une indication sur les arrêts du 1er février 2024, et beaucoup plus sûrement, d'ailleurs, par ce qu'a dit la doyenne de la deuxième chambre civile, section sécurité sociale, à un colloque il y a 15 jours à la Cour de cassation, qui a répondu que, bien évidemment, la deuxième chambre civile serait amenée à se prononcer sans doute favorablement sur le fait que le déficit fonctionnel permanent
était désormais indemnisable en intégralité dans ce cadre. Pourquoi? La décision du Conseil constitutionnel de 2010, du 18 juin 2010, tout ce qui n'est pas indemnisé par la sécurité sociale est indemnisable en droit commun. Si la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent dans aucune de ses composantes, c'est bien tout le déficit fonctionnel permanent qui devient indemnisable. Et quand on a dit ça, se posent bien d'autres problèmes. Vous savez que l'INTIAC s'articule autour de la date de consolidation. Vous savez aussi que le droit de la sécurité sociale s'articule autour de la notion de consolidation. Dans un cas, c'est le médecin expert nommé en droit commun qui va définir cette date de consolidation et toutes les conséquences de déficit temporaire ou déficit fonctionnel qu'il va évaluer. Dans l'autre cas, c'est le médecin conseil de la Caisse qui va fixer ce taux, et s'il n'est pas contesté, il s'impose à la Caisse, il s'impose à l'assuré. Peut-on rediscuter devant une juridiction de sécurité sociale dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la date de consolidation pour ce déficit? La question est ouverte en ce sens que la Cour de cassation ne se prononcera que lorsque les juridictions du fond seront prononcées et qu'il y aura des pourvois sur l'indemnisation. La position prise par la Cour d'appel de Paris, je ne peux me prononcer que pour ce que je connais, est de dire que le taux défini par, la date de consolidation fixée par le médecin conseil s'impose à la Cour autant qu'aux parties, et qu'à ce niveau-là, donc le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la date de consolidation du médecin conseil de la Caisse. Parce qu'a priori, les conditions de la consolidation en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont distinctes de celles de la maladie, du régime maladie, et sont les mêmes définitions pour la Cour de cassation que celles du droit commun. Ce n'est pas la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque, qui est le droit de la maladie, régime maladie. On est bien sur la même définition de la consolidation, donc l'arrêt des soins actifs et le fait que les soins qui pourraient être maintenus ne sont là que pour maintenir le patient dans son état de santé actuel. Donc le parti pris à Paris, c'est de dire qu'on ne rediscute pas la date de consolidation. C'est discutable. On verra ce que les avocats nous plaideront pour essayer de nous trouver éventuellement des distinctions jurisprudentielles ou réelles sur ce que c'est qu'une consolidation de droit commun par rapport à cette consolidation AT-MP. Première question. La deuxième question qui s'est posée, c'était de savoir effectivement si on pouvait partir de l'incapacité permanente partielle taux sécurité sociale pour calculer une évaluation de déficit fonctionnel permanent. La réponse de la Cour d'appel a été de dire que même si le taux d'IPP était faible, il fallait réévaluer complètement parce que, là on en revient aux définitions de droit commun du déficit fonctionnel permanent et celui de l'incapacité permanente partielle, ce ne sont pas les mêmes champs. Je rappelle, alors c'était dit tout à l'heure, la rente, enfin l'IPP sécurité sociale, vous avez un gain de 100, vous perdez la possibilité de créer un gain de 100, on indemnise la différence. Donc ce n'est pas une notion de handicap, c'est une notion de perte de capacité de production et d'obtenir un salaire. D'INTIAC, c'est du handicap. Relisez la nomenclature d'INTIAC pour bien comprendre à la base qu'on indemnise le handicap. Dans ces notions les plus larges, déficience physique, mentale, préjudice de la douleur physique et morale, perte de jouissance dans la vie courante, des joies de la vie usuelle de la vie courante. Donc, parti pris à Paris, lorsque ça nous est demandé, complément d'expertise ou expertise avec la définition d'INTIAC.
Voilà où nous en sommes de la réception de ces arrêts, confortés par la lecture des arrêts du 1er février dernier de la deuxième chambre civile, arrêt publié, qui vient dire la composante de la rente. La rente indemnise l'incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs. Et donc il faut bien distinguer pour l'avocat l'incidence professionnelle de la perte de chances de promotion professionnelle qui ne sont pas sur le même champ. Ce n'est pas la pénibilité au travail que l'on indemnise en droit de la sécurité sociale, ou la pénibilité accrue, ni l'obligation de se reconvertir. C'est le fait qu'une personne avec une carrière possible et prouvée, et je dis bien prouvée, et que cette carrière, il ne l'aura pas. Ce qui n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que c'est très difficile pour un étudiant qui est salarié par ailleurs, intérimaire, pour meubler ses vacances et qui est victime d'un accident du travail. Il n'aura sans doute jamais la possibilité de prouver qu'il a une perte de chance de promotion professionnelle. Ça va être très difficile. Pour quelqu'un qui est au bas de l'échelle, qui n'a pas de diplôme, pas de qualification particulière, autant dire qu'il part avec un handicap. C'est la difficulté majeure en ce domaine. Voilà, vu par le magistrat, la réception en droit de la sécurité sociale. Je reprendrai la parole tout à l'heure sur les questions relatives au droit commun. Mais je vais laisser la parole à mes contradicteurs. Peut-être que la sécurité sociale, l'avocat de la sécurité sociale en premier, et après je donnerai la parole aux avocats de victimes ou qui défendent plus particulièrement des victimes ou des, voilà, autrement. Alors si, oui, alors, comme je suis le président, je fais comme je veux. Merci. Merci, Monsieur Carbonaro. Je vais aller un petit peu dans le même sens que lui, puisque c'est vrai que en matière de faute inexcusable, les CPM sont finalement un peu arbitres entre l'employeur et le salarié, et notamment sur les questions d'indemnisation. Donc, les arrêts du 20 janvier 2023, ça a été un tremblement de terre au pays de la faute inexcusable. Hein, très clairement, pour tous les spécialistes du droit de la sécurité sociale, tout le monde en a parlé pendant très longtemps et on continue d'en parler. Ça a surtout soulevé, comme l'a dit M. Carbonaro, beaucoup de questions sur finalement la réalité pratique que ces arrêts allaient recouvrer, notamment parce que la Cour de cassation finalement lance un principe comme ça et ne donne pas beaucoup d'éléments d'appréciation sur la teneur de son idée, et aussi au regard de ce qu'on avait effectivement l'impression que la Cour de cassation était allée au-delà de ce qu'il lui avait demandé, en lançant ce pavé dans la mare, en disant finalement la rente ne s'impute plus sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui était finalement pas vraiment exactement l'objet du pourvoi qui lui avait été soumis. Maintenant, les questions qui se posent en termes tout à fait pragmatiques pour les praticiens que nous sommes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va indemniser en droit de la sécurité sociale au regard du déficit fonctionnel permanent. Est-ce que c'est une notion qui va être analysée avec une définition spécifique qui sera éventuellement différente de ce qu'on peut avoir en droit commun? Est-ce que ça sera la même chose qu'en droit commun? Est-ce que ça sera la définition du droit commun mais avec des particularités du droit de la sécurité sociale? Les questions aujourd'hui sont ouvertes. Moi, à titre personnel, je considère que sur la définition même du poste de préjudice, on revient sur la nomenclature d'Intillac, mais qu'en revanche, on doit tenir compte des spécificités du droit de la sécurité sociale, et notamment, comme on en a parlé ce matin, de toutes les décisions qui sont prises et qui sont définitives dans le cadre des relations caisse assurée ou des relations caisse employeur, mais là, c'est plutôt les assurés que ça concerne. Et donc, notamment, sur la date de consolidation qui a été évoquée par M. Carbonaro, à mon sens, on ne peut pas, en faute inexcusable, considérer qu'on aurait, pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, une date de consolidation qui serait totalement distincte de celle qui a été retenue par le médecin conseil. Et pour la bonne raison que c'est absolument pas ce qu'on fait pour les autres postes de préjudice. Si pour les autres postes de préjudice, on estime qu'on tient compte de l'évaluation à la date de consolidation fixée par le médecin conseil et que cette date n'est pas contestable au stade de la faute inexcusable si l'assuré n'a pas fait les recours idoines en temps et en heure et contesté
conformément aux règles du Code de la sécurité sociale, la date qui avait été fixée. Je ne vois pas pourquoi l'analyse serait différente pour le déficit fonctionnel permanent et pourquoi pour ce poste de préjudice, on dirait finalement la date de consolidation retenue en sécurité sociale par le médecin conseil est absolument indifférente et on fixe une nouvelle date de consolidation conformément à ce qu'on aurait fait en droit commun. Pour moi, on perdrait toute cohérence dans le mécanisme d'indemnisation au titre de la faute inexcusable. Une deuxième question qui se pose, c'est comment on évalue le taux du déficit fonctionnel permanent. Et alors là-dessus, il y a certains avocats dans l'année qui vient de s'écouler qui ont systématiquement considéré que, en fait, finalement, on prend le taux d'IPP et on le multiplie par un point de DFP et on obtient l'indemnisation. Et alors là aussi, à mon sens, on est sur une analyse qui est totalement contestable puisque ça revient à nier le revirement de jurisprudence et l'esprit même de ce que la Cour de cassation a indiqué dans ses arrêts du 20 janvier 2023. Si on part du principe que la rente est exclusivement professionnelle et n'a qu'une composante professionnelle, on ne peut pas venir vous dire le taux d'IPP qui sert à évaluer, à calculer la rente, c'est celui qu'on prend pour le déficit fonctionnel permanent, alors que c'est un poste de préjudice qui a une nature exclusivement personnelle. C'est vraiment, à mon sens, parfaitement antinomique. Donc, à mon sens, la seule solution qui peut s'appliquer de manière correcte, ça serait, comme l'a fait la Cour d'appel de Paris et comme le font beaucoup de juridictions, en tout cas en région parisienne, au niveau des juridictions de premier degré, d'ordonner des compléments d'expertise pour qu'on ait une nouvelle évaluation sur vraiment un poste de préjudice qui est exclusivement personnel aujourd'hui et qu'on ait un expert qui fixe un taux qui corresponde à l'impact du handicap dans la vie personnelle du salarié. Autre question qui a été aussi soulevée, et je pense que mes confrères qui représentent les victimes vont l'évoquer, c'est qu'est-ce qu'il va en être de la tierce personne. Moi, j'estime qu'à ce stade, la Cour de cassation ne s'est penchée que sur le déficit fonctionnel permanent et en aucun cas, la Cour de cassation n'est venue indiquer qu'aujourd'hui, la tierce personne post-consolidation pourrait faire l'objet d'une indemnisation au titre de la faute inexcusable. Alors, c'est peut-être le nouveau cheval de bataille des avocats de victimes, mais on ne peut pas aujourd'hui tirer pour conséquence des arrêts du 20 janvier 2023 qu'on pourrait solliciter des indemnisations au titre de la faute inexcusable sur la tierce personne post-consolidation. Donc, je pense qu'on a beaucoup de questions qui vont être évoquées. Vous avez des avis qui sont divergents sur la question. Mais finalement, c'est la Cour de cassation qui finira par trancher et nous apporter certaines solutions en la matière. En tout cas, ça a été annoncé très clairement lors du colloque d'il y a une quinzaine de jours sur cette question-là et vraiment sur les implications de ces arrêts du 20 janvier 2023. Je vais maintenant passer la parole à mes voisins qui sont à ma gauche, M. Pompellier et M. Godefroy, sur leur réaction sur la réception des arrêts de leur vue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à Anne et à Morane de m'avoir convié. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que je pense que de toute façon, les questions qui se posent, elles se posent à tous les praticiens. Je vais d'abord commencer juste par un petit pas de côté, qui a un petit peu rien à voir avec la question qu'on me pose, mais qui est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Par rapport à la réparation des préjudices de droit commun, dans un accident de droit commun, que ce soit un accident de la circulation ou autre, en tout cas qui n'est pas un accident du travail, on n'est pas dans la même architecture juridique que pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les intervenants précédents ont parfois rappelé qu'il y a cette obligation de prévention de l'employeur. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on peut voir les choses de deux manières. C'est-à-dire que tendre vers une réparation intégrale, c'est ajouter du coût et donc du poids à la faute inexcusable, qui est avant tout un incitateur pour l'employeur défaillant de prendre des mesures de prévention. Parce que ça, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que la meilleure manière de ne pas avoir de compte grevé de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et maladie professionnelle, c'est d'éviter les risques professionnels. Et c'est quand même le premièrement de l'article L4121-2 du Code du travail. C'est-à-dire c'est la première obligation de l'employeur, c'est éviter les risques qui peuvent l'être. Et ceux qui ne peuvent pas l'être, de les évaluer et de chercher à les minimiser. Donc il faut tendre vers cette prévention. C'est un petit point important parce que
Encore une fois, on n'est pas exactement comme dans n'importe quel autre type d'accident ou dans n'importe quel type de risque. L'employeur a quand même la possibilité, ça a été dit d'ailleurs par Anne Marchand ce matin, un sénateur qui, en 1919, rappelait que les maladies professionnelles peuvent être évitées. Donc, sans doute, il faut tendre vers cela. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est qu'effectivement, de manière indéniable, le fait que la Cour de cassation admette que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé par la rente, c'est sans doute, au sens littéral du terme, le meilleur moyen d'obtenir une réparation plus intégrale, puisque ce poste de préjudice de la nomenclature d'Intillac est donc ouvert désormais, grâce à la décision aussi du Conseil constitutionnel de 2010, est ouverte pour être réparée, être évaluée. Alors, à court terme, la question qui se pose effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les dossiers dans lesquels on avait des expertises qui ne prévoyaient pas l'évaluation de ce poste? Est-ce qu'effectivement on utilise le taux d'IPP? Et d'ailleurs, il y a des juridictions qui l'ont fait. C'est-à-dire que lorsque l'avocat en demande faisait ce calcul, parfois, tant mieux, il n'y a pas d'expertise à ordonner, on peut terminer le dossier et donc on liquide le déficit fonctionnel permanent. Mais c'est vrai que c'est un peu un non-sens juridique dans le sens où normalement, ça n'est pas tout à fait la même chose puisqu'on l'a vu précédemment. Ce n'est pas les mêmes barèmes, ce n'est pas les mêmes types d'évaluation. Donc, sans doute, là aussi, il faut une expertise pour pouvoir bien évaluer ce préjudice et donc pour pouvoir en demander la liquidation. C'est aussi une opportunité, cette possibilité d'obtenir la réparation du déficit fonctionnel permanent, parce que comme la rente ne l'indemnise plus, lorsque vous avez, et ça a été souvent évoqué par les intervenants précédents, mais lorsque vous avez un accident qui est à la fois un accident du travail et un accident causé par un tiers, vous aviez une jurisprudence qui venait vous dire que dans la mesure où vous aviez obtenu la réparation intégrale auprès du tiers, je prends l'exemple sur un chantier, vous avez un intervenant du chantier, un salarié, qui est renversé par une voiture qui est un tiers complet de l'employeur. C'est un accident de la circulation et c'est en même temps un accident du travail. Il va, bien entendu, on va aller chercher la réparation intégrale dans le cadre de la loi Badinter. Mais c'est un accident du travail, il y a possiblement une rente, puisqu'on a un taux d'IPP par exemple de 20%, se poser la question de savoir si on ne peut pas obtenir la majoration de la rente. Et donc, il y avait une jurisprudence, notamment de janvier 2022 de la Cour de cassation, qui dit que la majoration de la rente n'est pas possible, puisque vous avez obtenu le déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la réparation intégrale auprès du tiers, donc vous ne pouvez plus demander la majoration de la rente. Donc ça peut être un élément intéressant pour ces situations, qui ne sont pas si rares que ça, qui sont assez, pas non plus très fréquentes, mais qui quand même arrivent assez souvent, de se dire, je peux aller rechercher la faute inexcusable de mon employeur, si les conditions en sont remplies, et obtenir la majoration de la rente, peut-être, sauf si le juge, dans son appréciation souveraine, vient dire que l'ensemble des préjudices ont été intégralement réparés, mais cette modification de la jurisprudence et de la définition de la rente permet cette hypothèse. Et donc là, je reviens un peu à ma marotte, mais dans la volonté d'obliger aussi l'employeur à avoir une politique de prévention, ça peut être justement une solution, un appel un peu plus efficace, dans le cadre par exemple de ce chantier, de dire à l'employeur, tu n'avais peut-être pas pris toutes les mesures de prévention, et donc la faute inexcusable a un sens, et elle te coûte quand même quelque chose, c'est-à-dire la majoration de la rente. Voilà, donc ça c'est un peu l'opportunité que ça ouvre. Après, effectivement, est-ce que ça ouvre le champ à d'autres possibilités de modification de la jurisprudence? Moi j'aurais tendance là quand même à considérer que la Cour de cassation n'a parlé que du déficit fonctionnel permanent, elle n'a pas parlé d'autre chose. L'incidence professionnelle, qui est quand même un poste de préjudice en droit commun très important, n'est absolument pas indemnisée. Et en complément de ce qu'a dit le président Carbonaro, je crois que la jurisprudence sur les chances de promotion professionnelle, en gros, il faut avoir une lettre de votre employeur qui vous dise vous avez une promotion, elle commence la semaine prochaine, et que malheureusement l'accident intervienne dans l'intervalle. C'est-à-dire que la preuve de cette promotion, elle nécessite d'être prouvée plus. Hein. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu un dossier dans lequel elle était indemnisée, que ce soit en demande ou en défense. Voilà, donc là c'est sur les opportunités, sur les questions. Je pense qu'effectivement les avocats en droit commun pourront nous expliquer un peu mieux les différentes dimensions du déficit fonctionnel permanent qui peuvent effectivement peut-être poser des questions en droit de la sécurité sociale, mais je vais laisser parler mon confrère sur le point de vue plutôt de l'employeur peut-être.
Merci beaucoup Thomas. Oui, alors la réception des arrêts de la Cour de cassation du point de vue des employeurs, c'est un vaste sujet parce qu'en réalité, dans les entreprises, la question de savoir ce que c'est que le déficit fonctionnel permanent, c'est quand même une question qui était assez complexe. Quand on a été amené à informer les entreprises pour lesquelles des dossiers de faute inexcusable étaient en cours que finalement le risque qui pesait sur eux allait être aggravé par la décision de la Cour de cassation, et qu'on leur expliquait que tout ça venait d'une indemnisation maintenant complémentaire liée au déficit fonctionnel permanent, la première question qui a été posée, c'est celle de qu'est-ce que c'est que le déficit fonctionnel permanent. Donc, premièrement, une incompréhension qui après s'explique, mais il faut rentrer dans les rouages, et c'est vrai qu'au sein des entreprises, vous avez finalement assez peu d'interlocuteurs qui sont capables de rentrer dans le détail de comment on indemnise une faute inexcusable. Donc ça, c'est le premier point, une incompréhension qui a nécessité un effort pédagogique. Vous allez voir que mon intervention va porter vraiment sur des sujets un petit peu terre à terre, que vous allez peut-être même trouver un peu mesquins, puisqu'on va nécessairement aborder la question sous un angle un peu comptable, puisque l'entreprise va notamment aborder la problématique de l'accroissement de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sous l'angle de la provision, sous l'angle de l'assurance, et ça nous renvoie à des problématiques qui sont purement comptables. Mais il n'en demeure pas moins que ce qu'il faut vraiment avoir en tête malgré tout, c'est que les employeurs, en tout cas tous ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ne se désintéressent absolument pas de la question de la réparation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et ont également à cœur de prendre en compte la situation des salariés qui ont été victimes d'un accident, d'une maladie, en raison de leur activité professionnelle. Je mets bien sûr de côté la situation des demandes abusives des salariés, etc. Mais il y a malgré tout, même si le risque pèse sur eux et même s'il y a une logique comptable derrière, il y a malgré tout un vrai souci des employeurs de prendre en compte la situation de ces salariés. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'en alourdissant le poids de l'indemnisation des victimes de fautes inexcusables, eh bien c'est aussi une dimension d'incitation des employeurs à faire encore plus en matière de prévention des risques professionnels, puisque le risque est encore plus lourd, eh bien faisons encore plus en matière de prévention. Et c'est sous cet angle-là que, à mon sens, on peut tirer quelque chose de positif du point de vue des employeurs de ces arrêts de la Cour de cassation. Juste très brièvement, 3 dimensions sur ce qui s'est passé lorsque les arrêts ont été publiés. 3 points principaux. 1, les dossiers en cours. 2, la provision. 3, l'assurance. Pour ce qui concerne les dossiers en cours, la question qui s'est posée, c'est que fait-on ? Alors là, je vais être très terre à terre par rapport aux situations qui peuvent se rencontrer. 3 possibilités. La première, c'est quoi? C'est la résistance. Est-ce que des entreprises vont se lancer dans une croisade contre la décision de la Cour de cassation? À ma connaissance, je n'en ai vu qu'une seule fois dans mes dossiers. L'employeur qui faisait une question de principe de cette problématique, il voulait réduire au maximum l'indemnisation de son salarié parce qu'il considérait que la demande était totalement abusive. Voilà, je passe en tout cas sur ce sujet-là, mais sachez qu'il y a malgré tout cette réaction qui peut intervenir au sein des entreprises. C'est particulièrement marginal et particulièrement désespéré comme situation. Deuxième possibilité, limiter. Limiter comment? Eh bien, en argumentant, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui est indemnisé par la rente, qu'est-ce qui n'est pas indemnisé par la rente? C'est toute l'ambiguïté des décisions de la Cour de cassation de 2023 sur souffrance endurée, déficit fonctionnel permanent, comment l'articulation se fait. Et si on rentre dans une argumentation là-dessus, est-ce que la Cour de cassation n'a pas limité l'indemnisation complémentaire uniquement aux souffrances endurées post-consolidation? Ou est-ce que c'est le déficit fonctionnel permanent? Alors, on peut argumenter. Bon, malgré tout, j'entends que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'oriente sur une position qui est assez claire de ce point de vue-là, mais c'est des argumentaires qui sont développés à l'heure actuelle devant les juridictions de sécurité sociale, notamment devant les cours d'appel. Deuxième possibilité pour limiter, en pure opportunité, j'ai entendu les développements précédents par rapport à cette question-là, est-ce qu'on peut se fonder légitimement du côté employeur sur le taux d'IPP pour essayer de limiter l'indemnisation? Alors pour tout vous dire, oui, c'est quelque chose qui est fait, c'est de la pure opportunité. On a très bien vu que juridiquement ça ne tenait pas la route, Florence l'a redit tout à l'heure, Thomas vous l'avez dit également, c'est des choses qui ne tiennent pas la route puisqu'on a bien vu que la nature de la rente ne permettait pas de tenir un raisonnement de cette nature. Mais si vous avez un taux d'IPP qui est réduit, est-ce qu'en tant qu'employeur, je n'ai pas tout intérêt à dire, bah voilà, j'ai un taux d'IPP de 3%, fondons l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur ce taux de 3%, ce qui limitera l'indemnisation. C'est des argumentaires qui peuvent également être développés et qui sont développés aujourd'hui en pure opportunité, encore une fois, devant des juridictions de sécurité sociale. Troisième point, troisième possibilité, le complément d'expertise. C'est très majoritairement dans ce sens-là que s'orientent les juridictions. Pour les dossiers dans lesquels une expertise avait déjà été ordonnée, c'est un complément d'expertise. Pour les autres, c'est une mission d'expert qui va s'élargir nécessairement. Après, on en revient sur le débat sur la limitation. Que demandons-nous à l'expert? Et là-dessus, il peut y avoir également des variations dans ce qui est demandé à l'expert du point de vue de la définition du déficit fonctionnel permanent. Voilà pour les dossiers en cours, très rapidement. Pour ce qui concerne la provision, alors là on tombe vraiment dans une logique comptable mais qui est essentielle pour les entreprises. Quand on ouvre un dossier de faute inexcusable,
la première question, enfin, une des premières questions qui est posée, c'est quel est le risque financier pour l'entreprise qui va devoir faire passer une provision, poussée pendant ça par son commissaire aux comptes, on va devoir passer une provision. Et c'est vrai que pour les dossiers qui étaient en cours, c'était un petit peu problématique puisqu'on a passé des provisions sans anticiper les déficits fonctionnels permanents, et donc une évaluation doit être faite. Bon, cette évaluation a été faite par la suite. J'ai envie de dire deux possibilités pour l'évaluation, parce que c'est toujours un problème. Vous devez évaluer quelque chose qui n'a pas fait l'objet d'une expertise. Comment je donne une évaluation d'un enjeu financier sur un déficit fonctionnel permanent qui n'a pas été évalué en tant que tel, sans m'appuyer sur aucun élément médical, puisque même si je fais appel à un médecin conseil, il n'a pas accès réellement à la victime, il ne peut pas faire d'examen clinique. Donc c'est quand même des choses qui se font un petit peu au doigt mouillé. Il y a encore une fois un référentiel qui va être utilisé, c'est entre guillemets malheureusement le taux d'IPP, c'est le taux d'IPP qui va nous aider à faire une évaluation de la provision en tant que telle, avec tous les inconvénients que ça présente, et même si encore une fois cette solution n'est pas forcément tout à fait satisfaisante. Voilà pour la provision, très brièvement. Dernier point sur l'assurance. Bon, comme vous le savez, les employeurs ont la possibilité de s'assurer contre le risque faute inexcusable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un contrat d'assurance sur le sujet. On voit vraiment de tout. Il y a des choses qui sont extrêmement précises, il y a des choses qui sont extrêmement vagues. Je vous donne un seul exemple juste pour illustrer mon propos. Vous avez beaucoup de contrats d'assurance dans lesquels on vous dit qu'on assure le risque faute inexcusable, sauf si le sinistre résulte d'un harcèlement moral. Alors très bien, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'un harcèlement moral? Est-ce qu'on attend une condamnation pénale? Est-ce qu'on attend une condamnation par le Conseil de prud'homme? Et si on n'a pas de condamnation, du coup, dans quelle mesure, dès lors que le salarié a fait, lui, état d'un harcèlement moral, dans quelle mesure on peut exclure ou pas la garantie? Donc vous avez quand même des contrats qui sont particulièrement obscurs. Et sur le périmètre même de l'indemnisation en tant que tel, vous pouvez également avoir quelque chose qui est très vague, qui vous dit simplement que les conséquences de la faute inexcusable donnent une indemnisation, et puis vous avez des contrats qui vont vous dire, ben voilà, j'indemnise ce qui est visé par les articles du Code de la Sécurité sociale, qui ne visent pas le DFP. Et donc dans ce contexte-là, l'assureur pourrait vous dire, ben voilà, très bien, moi j'ai listé les chefs de préjudice que j'allais indemniser, le DFP n'en fait pas partie, je suis désolé, mais je retire ma garantie pour ce qui concerne le DFP. Donc il y a un vrai sujet de délimitation du contour de la garantie assurantielle qui se pose aujourd'hui, avec des négociations auprès des organismes assureurs, et quand bien même l'assureur ne pourrait pas se retrancher derrière la rédaction de son contrat pour échapper, enfin pour s'exonérer de sa garantie. En tout état de cause, même si la garantie fonctionne, l'année d'après, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une problématique de primes d'assurance qui vont augmenter, à juste titre, parce qu'il y a un équilibre assurantiel à trouver, mais comme le déficit fonctionnel permanent est quand même un chef de préjudice qui est significatif, nécessairement ça entraîne une hausse des primes d'assurance. Voilà un petit peu sur les trois items. Si je résume un petit peu la situation actuelle des entreprises, mais là je sors un petit peu peut-être de l'entreprise de tous les jours, même peut-être on pourrait partir sur le monde employeur. Aujourd'hui, il y a entre guillemets, une espèce d'inquiétude par rapport à ce qui pourrait se produire, parce qu'il y a des employeurs qui vous diront « Oui, mais là, on est en train de favoriser l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un effet incitatif à aller chercher la faute inexcusable, avec tout ce qu'a d'infamant la notion de faute inexcusable ?» Encore hier, moi, je parlais avec un employeur qui ne comprenait pas pourquoi on lui reprochait quelque chose d'inexcusable, et il le prenait vraiment personnellement comme quasiment une insulte qui lui était faite. Ça pose une question également sur la qualification du terme qui est employé. Donc il y a une certaine crainte de ce point de vue-là. Il y a également dans le monde employeur une question qui est en suspens et qu'on évoquera tout à l'heure, qui est celle de la réforme, savoir ce que l'on va mettre dans la rente. Est-ce que demain la rente aura une nature qui sera à la fois patrimoniale et extra-patrimoniale? Donc ça c'est quelque chose, alors là on est plutôt sur les sphères employeurs, fédération d'employeurs, mais c'est une vraie interrogation qui se pose, notamment par rapport au compromis qui a été trouvé au sein de l'accord national interprofessionnel. En tout état de cause, en tout cas c'est le message que moi je porte auprès des employeurs, il faut vraiment utiliser, notamment pour les directeurs HSE des entreprises, utiliser cet accroissement, cet élargissement de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles comme un levier pour rappeler encore une fois qu'il faut mieux dépenser de l'argent en matière de prévention des risques professionnels plutôt que de dépenser de l'argent pour la réparation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Thomas. Oui, j'en profite pour poser une question. Alors dans le droit fil, pardon, mais non, mais ça fait 10 ans. Mais non, ça fait 10 ans que j'attends la réponse. Alors j'en profite. À propos de l'assurance, ça s'est déjà passé quand il y a eu la QPC où on a élargi à plein de postes de préjudice. Qu'est-ce qui s'est passé? Je demande ça aux spécialistes. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement? Ça dépendait de la manière dont ça, moi je peux le dire parce que j'étais dans un cabinet qui était mandaté par les compagnies d'assurance.
Et donc, bon, il y avait certains assureurs à 3 lettres, avec une lettre qui vaut beaucoup d'argent au Scrabble, qui avait son contrat qui parlait des postes de préjudice prévus par l'article L452-3. Et donc, il voulait absolument éviter de payer les nouveaux, sauf que... ils ne sont pas allés jusqu'en cassation parce que je pense qu'ils n'avaient pas tellement envie d'avoir une décision de la Cour de cassation, mais dans la mesure où le Conseil constitutionnel dit que l'article L452-3 doit être lu comme ne privant pas, ça me paraissait juridiquement un peu difficile. Mais oui, c'est ce que d'ailleurs je voulais dire, effectivement, en fait, il faut regarder comment la clause, enfin comment le... C'est exactement ce que disait Marc-Antoine, c'est qu'il faut regarder comment c'est rédigé. Merci. Alors, d'abord, moi je voudrais dire combien le droit qui paraît tellement rigide, froid, rationnel, en réalité, dans notre matière, on voit qu'il est émotionnel, affectif, et que finalement, le recours des tiers payeurs, il n'y a rien de plus chouette. Et je pense que cette fois-ci encore, on en a la démonstration, et quand on nous demande quelle était la réception des arrêts de l'Assemblée plénière, eh bien, c'est la joie, youpi, c'est la fête. Et voilà ce qu'on pourrait résumer, et je pourrais m'arrêter là pratiquement. Et j'aurais bien voulu m'arrêter là, d'ailleurs. J'aurais bien voulu m'arrêter là, parce que, bon, d'accord, il n'y avait pas encore la tierce personne, et il y avait encore du boulot à faire, mais enfin, on avait le DFP. Et là-dessus, évidemment, dès qu'on a eu les arrêts de l'Assemblée plénière, on a lu les profs de droit, bien sûr, puisque tout le monde a écrit sur le sujet. Et puis on a commencé à la NADAVI, puisque je suis là en tant que présidente de la NADAVI et non pas hyper spécialiste des ATMP. On a commencé à réfléchir effectivement comment ça allait s'appliquer pratiquement. Et on a décidé de faire une gazette, puisque je suis aussi co-responsable des numéros spéciaux de la Gazette du Palais, sur le dommage corporel. On a commencé à faire une gazette sur comment on allait appliquer effectivement les arrêts de l'Assemblée plénière. Et Marie Mescam a été chargée d'un article sur ces questions pour nous donner des idées. Et puis là-dessus, après youpi, c'est la fête, c'est la douche froide, en découvrant l'ANI du mois de mai, qui demande aux législateurs de maintenir la nature duale de la rente AT-MP. Alors là aussi, interrogation absolue chez nous, la nature duale de la rente AT-MP, ça j'avoue que pour nous c'est un mythe complet, puisque ça fait très longtemps qu'on dit que la rente AT-MP indemnise en réalité le corps laborieux, et donc c'est le corps au travail. Donc du coup, revirement de motivation pour la Gazette, il fallait démontrer déjà qu'il n'y avait pas de nature duale de la rente AT-MP. Donc Jean-Baptiste Prévost, notre philosophe, a fait un article sur les deux corps. Moi j'ai écrit un article, comment ça s'appelle, touche pas à mon DFP, touche pas à ma rente AT. Bon voilà à quoi on en était réduit après le youpi et c'est la fête. Et puis nouvelle douche glacée avant la sortie en octobre de la Gazette. Vous voyez les soubresauts affectifs de cette période. On aurait pu avoir des infarctus, pratiquement, en découvrant l'article 39 du PLFSS, qui prévoit de scinder la rente en deux, et qui prévoit de... Enfin, je ne vous le lis pas, hein, mais vous irez tous le lire avec attention, parce qu'il faut vraiment être très attentif quand même. Hein. Une part professionnelle qui correspondrait au PGPF et à l'IP, basée sur le salaire et le taux d'incapacité, et une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent, oh, mais quelle surprise, basée sur un taux et un barème de type Mornay. Bon. Tous les paramètres étaient totalement flous, donc évidemment, on s'est précipité à contacter nos amis, les associations de victimes, l'Andeva, la FNAT, pour partir, pour tenter d'éradiquer, de faire quelque chose, pour que cet article 39 ne mette pas à bas la nouvelle jurisprudence, puisqu'il était évident que si la rente maintenant incluait une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent, bon, on retournait à zéro. Bon, alors, l'article 39 a été bouté hors du PLFSS pour le moment.
Nous, on en avait profité évidemment pour déposer des amendements pour la réparation intégrale des fautes inexcusables. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on fait des demandes d'amendements qui ne prospèrent jamais. Et avec en plus, on avait fait des amendements sur des obligations d'offres en considérant un peu le modèle Badinter qu'il y aura une belle sanction avec évidemment assurance obligatoire. Et je constate qu'il a fallu attendre 16h47, j'ai noté l'heure, pour qu'on parle des assureurs dans notre matière, dans les AT-MP, ce qui est quand même extraordinaire quand on sait qu'il y a 92 à 95% des patrons qui sont assurés et qu'en réalité, c'est finalement des assureurs qui finissent par payer et qui pourraient jouer aussi un levier très fort, puisqu'on sait que les primes d'assurance, c'est quand même un levier très fort de bonne conduite pour les assurés si on augmente les primes. Donc là aussi, on pourra avoir, s'il y avait une assurance obligatoire, je sais que ce n'est pas très bien vu, ni par les syndicats, ni peut-être par les assurances, les associations de victimes, je ne sais pas, mais en tous les cas, il me semble que ce serait une garantie pour les victimes. Voilà ce que je voulais dire sur cette première partie. Merci. Alors, du point de vue de l'avocate victime, moi, quand j'ai reçu ces arrêts-là, évidemment, j'étais moi aussi très heureuse. Mais je me suis bien vite posé des questions parce que la première question était de comprendre que la rente AT était donc exclusivement professionnelle. Et finalement, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire. Ça a été d'ailleurs repris, je l'ai noté moi aussi, par pratiquement l'ensemble des participants. Et pour autant, on est capable de dire cette phrase, mais de dire également, oui, mais la tierce personne permanente reste dedans. Alors, moi, je ne comprends pas. Enfin, où la rente AT est exclusivement professionnelle et elle ne couvre pas la tierce personne post-consolidation, ou la rente n'est pas exclusivement professionnelle, et à ce moment-là, pourquoi le DFP a-t-il été sorti de cette rente? Donc pour moi, cette jurisprudence est bien plus large, et la portée de cette jurisprudence est bien plus large que seulement la reconnaissance du déficit fonctionnel permanent, qui désormais n'est plus couvert par cette rente. Mais effectivement, il faut désormais considérer qu'on doit faire des demandes au titre de la tierce personne post-consolidation en matière d'accident du travail. D'autant plus que déjà avant, la notion de couverture qui nous empêchait de demander ce poste de préjudice pour les victimes d'accidents du travail, puisque ce qu'on nous dit, c'est que la tierce personne post-consolidation, c'est un poste couvert, et donc on ne peut pas faire de demande à ce titre-là, mais il faut se rappeler, et ça a été rappelé par justement la secrétaire de l'AFNA tout à l'heure, la victime d'accident du travail, faute inexcusable de l'employeur, ne peut obtenir une majoration de tierce personne que dans la mesure, d'une part, où elle a plus de 80% d'incapacité permanente, et en plus qu'elle remplit les critères qui sont extrêmement limitatifs énoncés par la Caisse. Donc, quand on dit que c'est un poste couvert, déjà, il n'est très que partiellement couvert, parce que même quand on obtient cette majoration de rente, elle ne couvre pas, évidemment, les besoins effectifs de la victime en tierce personne, mais plus encore, la plupart du temps, elle ne couvre pas du tout ce poste de préjudice, puisqu'on a des victimes qui n'ont pas 80% de DFP, ou alors qui ont 80%, mais qui ne rentrent pas dans les critères énoncés, puisque ce sont des critères cumulatifs. Donc, à mon sens, effectivement, il faut faire des demandes au titre de la tierce personne post-consolidation en matière d'accident du travail, une faute inexcusable, puisque c'est une des portées de cette nouvelle jurisprudence. L'autre point qui m'a paru extrêmement important, et c'est dommage qu'on en soit encore à devoir parler de ce point, mais malheureusement, on en est toujours là. Quand j'ai vu justement que ces arrêts, à l'origine, la question qui était posée par ces arrêts était la question des souffrances post-consolidation. Quand justement ces arrêts sont sortis, c'était une façon de mettre en exergue ce poste de préjudice qui finalement n'est jamais indemnisé,
puisqu'on vous dit oh, on met tout dans une grosse enveloppe. La plupart du temps, effectivement, les juridictions l'indemnisent par l'utilisation du référentiel Mornay, qui met une grosse enveloppe où dedans on met les séquelles, les souffrances post-consolidation et puis les jeunes dans les conditions d'existence. Or, la question des souffrances post-consolidation, du fait qu'elles étaient mises en avant de cette façon par ces arrêts, je me suis dit, finalement, ça va redevenir un vrai poste de préjudice, certes indemnisé au titre du DFP, mais qu'on va pouvoir sous-indemniser pour faire des demandes différenciées. Et enfin, on va pouvoir avoir une indemnisation réelle de ce poste de préjudice. J'ai eu des décisions d'évaluation du déficit fonctionnel permanent quand je suis revenue devant les pôles sociaux pour faire des demandes de complément de mission, qui m'ont accordé des missions d'expertise en détaillant comment elles voulaient justement que l'expert réponde aux 3 sous-questions. Je me suis dit, comme ça, effectivement, je vais enfin pouvoir, par ces réponses, par l'expert à ces 3 questions, pouvoir obtenir une indemnisation distincte. Je n'ai pas encore eu de décision, bon, mais je ne désespère pas. Et l'idée pour moi, c'était aussi, enfin, en tout cas, l'une des portées, j'espère, sera de vraiment permettre une réelle indemnisation des souffrances post-consolidation qui existaient certes avant, mais qui ne faisaient pas l'objet, à mon sens, d'une réelle indemnisation. Avant de venir sur la réception en droit commun, sur la dernière question qui est posée de la tierce personne, on est vraiment dans l'analyse in concreto de ce qui est dans la rente versée à la victime de l'accident du travail qui demande l'indemnisation de sa faute inexcusable. Il faudra donc nous indiquer en quoi sa situation fait que la rente n'indemnise pas la tierce personne. Et donc la question, c'est celle du supplément tierce personne. S'il est perçu, à mon avis, la rente indemnise parce que c'est le supplément. Et ça va être posé, même si ça ne n'indemnise pas complètement, ce sera dedans, donc on va difficilement y échapper. Si la rente ne contient pas de supplément tierce personne, comme l'arrêt du 1er février 2024 nous dit ce qu'indemnise la rente aujourd'hui, c'est peut-être une ouverture. Mais encore faudra-t-il nous indiquer, dans le cas d'espèce à chaque fois, ce qu'il y a dans la rente, en fonction du taux retenu. Je ne me prononcerai pas au-delà parce qu'effectivement, la question reste ouverte. Reste la question de la réception des arrêts donc en droit commun et donc la question du recours, notamment des caisses. Donc je vais laisser d'abord les victimes qui se sont réjouies parler et puis peut-être la douche froide après. Alors, la réception des arrêts en droit commun. Oh, youpi, c'est la joie, c'est la fête. C'est un peu monomaniaque, hein. Il faut dire qu'on attend quand même ça depuis 2009. Donc 14 ans de retard, j'avoue que c'était quand même pas trop tôt. En découvrant l'article 39 du PLFSS, on découvre aussi avec beaucoup d'intérêt l'étude d'impact. Et dans l'étude d'impact, il est indiqué que dans le cadre du recours des tiers payeurs, en 2023, la CPAM subira une perte évaluée à 70 millions d'euros sur les recours des tiers payeurs. Ce qui veut dire en creux que le montant qui a finalement été ponctionné sur les victimes de 2009 à 2023, du fait d'une jurisprudence, je dirais, inadéquate, correspond à 70 millions multipliés par 13 ans égale 910 millions d'euros. Voilà, c'est quand même un chiffre qui peut être souligné. Et je voudrais rappeler pour ceux qui trouveraient choquant que la victime puisse toucher à la fois une rente AT et une indemnisation pour le DFP, que le versement de la rente, c'est quand même le résultat d'un droit acquis contre le paiement de cotisation, et que lorsque la victime est fautive, non indemnisable, etc., elle touche quand même sa rente AT et que la sécurité sociale n'en est pas remboursée. Donc je ne vois pas pourquoi on en voudrait à la victime qui pourrait être indemnisée et de sa rente, puisque c'est quand même un droit acquis, ça a été longuement développé, et de son DFP. Alors là, évidemment, le pendant en droit commun, ça a été de se dire si la rente AT n'indemnise pas le DFP, la rente invalidité
en droit commun ne doit pas s'imputer sur le DFP. Et ça, il faut quand même rappeler qu'en 2006, au moment de la nomenclature d'un TIAC, justement, le déficit fonctionnel permanent était placé dans les postes non soumis à recours. En 2006, l'idée était bien de rappeler que normalement, la rente ne devait pas s'imputer sur le DFP. D'ailleurs, les premiers arrêts après la nomenclature d'un TIAC, après la mise en place de la nomenclature d'un TIAC, les premiers arrêts rappelaient que effectivement la rente ne s'imputait pas sur le DFP. Il a fallu attendre des arrêts de la Cour de cassation un peu plus tard, qui justement ont permis l'imputation du solde de la rente à validité sur le déficit fonctionnel permanent, après qu'il ait absorbé éventuellement les pertes de gains futurs et l'incidence professionnelle. Donc aujourd'hui, ces arrêts, justement, en matière d'accident du travail, doivent nous faire penser, par analogie, que justement, la rente invalidité ne doit s'intéresser qu'à la question professionnelle, à l'exclusion, justement, du DFP. Ce qui est quand même encore une avancée importante, puisqu'on a parfois des rentes invalidités très importantes, des incidences professionnelles qui sont pas si importantes que ça, et des pertes de gains qu'on a du mal à faire grimper, et on se retrouvait parfois avec un déficit fonctionnel permanent qui était énormément touché. Donc pour ça, c'est aussi un apport pour le droit commun. Donc moi, j'ai commencé à le faire, et d'ailleurs, j'ai eu aucune réticence de la part des parties adverses. Hein. Il n'y avait pas de discussion finalement sur ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Oui, il faut savoir que ça a été appliqué immédiatement, mais du jour au lendemain dans les juridictions. Hein. C'était même pas plaidé. Hein. Et même en transaction. Oui, même en transaction. Alors, vous imaginez bien que pour les organismes de sécurité sociale, en droit commun, la réception de ces arrêts, c'est plutôt la douche froide. Hein. C'est pas youpi. Au contraire, c'est un gros choc pour les caisses, parce que on perd énormément sur la récupération en droit commun des préjudices qui ont été préalablement indemnisés par la caisse, et notamment au travers des rentes. À mon sens, les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ont été pris dans une dimension sécurité sociale, puisqu'on était sur de la faute inexcusable et que c'était exclusivement là-dessus que s'est prononcée la Cour de cassation. Et je pense que les conséquences de ces arrêts, puisqu'ils sont rendus par l'Assemblée plénière en droit commun, n'ont pas été forcément anticipées par la Cour de cassation. Et pour les organismes sociaux, ça cause une réelle difficulté, puisque au travers de l'article L454-1 du Code de la sécurité sociale, les CPAM ont la possibilité de demander au titre de leur action subrogatoire le remboursement aux responsables d'un préjudice corporel, et notamment un préjudice corporel causé par un accident du travail qui est dû à la faute d'un tiers responsable qui n'est pas l'employeur, le remboursement de toutes les prestations qui ont été versées. Ces prestations, elles s'imputent sur les postes de préjudice, et on demande le remboursement au regard de l'évaluation en droit commun du préjudice corporel qui a été fait par la victime. La difficulté sur les rentes à TMP, c'est que très souvent, le montant de la rente, surtout sur les handicaps très importants, est largement supérieur aux indemnisations et aux évaluations des préjudices strictement professionnels. Donc il reste un solde de la rente qui ne peut pas s'imputer sur l'incidence professionnelle ou la perte de gains professionnels futurs, puisqu'elles sont d'ores et déjà complètement couvertes par la rente, et pour autant, la rente est encore supérieure à la somme de ces deux postes de préjudice. Dans ce cadre-là, jusqu'au 20 janvier 2023, la Cour de cassation considérait que nécessairement le solde qui restait était récupérable sur le déficit fonctionnel permanent, puisque ça indemnisait une part de préjudice qui n'était que personnelle et pas exclusivement professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, et ça crée une réelle difficulté, puisque finalement, qui se retrouve impacté et victime de ces arrêts,
c'est la solidarité nationale. Parce que ça veut dire que ce sont des sommes au titre de la solidarité nationale qui ne sont pas récupérées, ni sur les employeurs, ni sur les tiers responsables, ni sur les victimes. Alors, les victimes, bien sûr, bénéficient de cette indemnisation, mais ça veut dire que soit elles sont indemnisées plus que leur préjudice professionnel par la rente, très clairement, soit elles sont indemnisées en partie d'un préjudice personnel, ce qui était l'avis de la Cour de cassation jusqu'à ce revirement de jurisprudence. Donc, pour les organismes de sécurité sociale, ça pose une difficulté. Une des conséquences en droit commun, c'est qu'on essaye finalement de faire augmenter l'évaluation des postes de préjudice professionnel au titre des pertes de gains professionnels futurs et surtout de l'incidence professionnelle. Mais ce n'est pas toujours possible. On n'a pas vraiment d'éléments, nous, pour nous permettre souvent de chiffrer correctement l'indemnisation auquel les victimes pourraient prétendre. C'est d'autant plus compliqué quand on est dans des dossiers où finalement la victime n'est pas là, parce que la victime a transigé, par exemple, avec le tiers responsable et que la caisse n'a pas été appelée et qu'elle doit faire un recours contre le tiers responsable. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettent d'évaluer au plus juste les postes de préjudice professionnel et sur lesquels la rente pourrait s'imputer. Donc c'est à mon sens une vraie difficulté pour les organismes de sécurité sociale en matière de droit commun. Maintenant, s'agissant de la pension d'invalidité, là encore, on met la charrue avant les bœufs. Pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est absolument pas prononcée sur la question de la pension d'invalidité et à mon sens... Alors, je l'ai... C'est sur l'ATI qu'il n'y a pas d'arrêt. La tierce, oui. L'ATI est la rente d'invalidité publique pour les fonctionnaires. Mais non, on a une vraie difficulté. Oui, je crois qu'il y a un arrêt pour les pensions d'invalidité. On a une vraie difficulté sur cette question-là, puisque ça impacte autant l'assurance maladie que la législation professionnelle. Et encore une fois, ce sont des sommes qui sont versées par la solidarité nationale et qui, pour autant, sont versées du fait de la faute d'un tiers responsable et qui ne sont pas remboursées par ce tiers responsable et qui sont immédiatement restées à la charge de la solidarité nationale. Donc, je pense qu'on a une vraie difficulté, mais en attendant, c'est vrai que pour les victimes, je conçois qu'on puisse s'en réjouir. En droit commun, pour les organismes de sécurité sociale, ça reste une vraie question qui est en suspens aujourd'hui. Mais pour l'instant, effectivement, les caisses n'ont pas pris le parti de contester les arrêts de la Cour de cassation et de partir dans une vendetta pour essayer de faire revirer l'Assemblée plénière sur ces questions-là. Les questions qui vont se poser, c'est plutôt comment essayer de faire gonfler les postes de préjudice professionnel en termes d'indemnisation pour qu'on puisse complètement indemniser la rente qui est versée ou la pension d'invalidité. Pour conclure sur cette partie-là, le nom du conseiller rapporteur, je le disais tout à l'heure, Mme Van Ruymbeck, n'est pas innocent. Mme Van Ruymbeck était conseillère de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile, mais elle avait déjà commencé à la section sécurité sociale, sachant qu'elle était présidente de la chambre de sécurité sociale à ma place il y a quelques années. Donc elle connaît parfaitement le contentieux de la sécurité sociale, mais qu'elle intervenait là sur la section indemnisation des préjudices et la section assurance. Ça veut dire que la proposition qu'elle a rédigée d'arrêt, elle avait sans doute parfaitement conscience de ce que cela impliquait comme conséquence pour les caisses sur le recours, droit commun. Je ne sais pas si les autres chambres en avaient toute conscience, mais la chambre criminelle était intéressée aussi, puisque les préjudices corporels ne sont pas uniquement de première chambre, mais aussi indemnisés au titre des intérêts civils par les chambres correctionnelles, notamment en cour d'appel, puisqu'on est aussi appel des assises sur ce point. C'est un particularisme. Alors, sachez que là aussi, il y avait des modifications en cours pour pouvoir confier à une seule et même chambre dans une cour d'appel l'indemnisation des préjudices, quelle que soit la cause, qu'elle soit pénale ou civile. Voilà, premièrement. Le deuxième effet, je pense, qui est important pour les magistrats, et qui aura certainement une incidence, parce que les avocats y travailleront très certainement, c'est dans la présentation de ce que c'est qu'un déficit fonctionnel permanent
pour bien expliquer tout ceci, parce que derrière, vous avez la querelle que je ne vais pas réveiller aujourd'hui, des fameux barèmes. Et la question qui est posée, et qui a été indiquée tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que les barèmes ont été conçus avant que le déficit fonctionnel permanent soit proposé par la commission d'Antillac, et ils ont un caractère obsolète. De ce fait, qu'ils soient justes ou justifiés ou pas, peu importe, ils n'empruntent pas toutes les caractéristiques. Donc ça permet de dire aussi aux magistrats et d'éveiller les magistrats sur cet aspect-là des choses, de la scission complète, d'un préjudice à caractère totalement personnel, le déficit fonctionnel permanent, qui est donc sur une notion de handicap, je le répète, et derrière, une notion de professionnel, l'IPP. Et donc deux régimes distincts et totalement distincts. Ça posera des difficultés, et donc je répète une dernière fois, il s'agira à chaque fois aussi, quelle que soit la juridiction devant laquelle on plaide, d'indiquer au sens du plaideur, pour que la caisse puisse le discuter, ce que la rente indemnise ou n'indemnise pas. Tout, je répète que lorsqu'on lit le rapport de Mme Van Ruymbeck sur les arrêts d'assemblée plénière, c'est 5 pages complètes d'analyse de ce qu'est la rente et de ce qu'elle n'est pas. Donc c'est sans doute par là qu'est la clé d'entrée pour les avocats, pour expliquer aux magistrats, à leur sens, ce qui, concrètement, dans les cas d'espèces qui sont soumis, ce qu'est la rente. Et le magistrat devra être invité à répondre, au vu d'un échange contradictoire, ce qu'elle indemnise, ce qu'elle n'indemnise pas, et donc les postes de préjudice en droit commun ou en droit de sécurité sociale qui sont ouverts ou qui sont fermés en fonction de ce que contient la rente, compte tenu des taux d'IPP, etc., et des compléments qu'on a pu y mettre. Évidemment, Maître Cateau l'a indiqué tout à l'heure, qui dit modification de l'assiette du recours dit déséquilibre des comptes de la sécurité sociale, d'où quelque chose sur lequel moi je m'abstiens puisque je suis tenu à un devoir de réserve, les discussions à venir ou en cours sur l'évolution de cette jurisprudence. Est-ce qu'elle sera contrée par la loi? Ça arrive, et plus souvent. Ou est-ce que la loi accompagnera une modification? Et quelle serait-elle? Donc, je vais laisser la parole aux avocats concernés. Au départ, Maître Bernfeld, ensuite, à ma gauche. Sur l'avenir des arrêts, sur les négociations en cours, ah bah dites donc, là c'est un sujet ça. Peut-être que la réponse est dans la salle plus que sur la tribune. Alors l'avenir des arrêts, bon effectivement l'article 39 a été éradiqué pour le moment, mais évidemment les syndicats qui étaient quand même très impliqués du fait de l'ANI dans cette démarche de faire reconnaître le caractère dual de la rente, persistent et continuent leurs travaux. Il faut dire qu'il y a une crainte, je pense, de voir les taux d'incapacité chuter, et du coup, pour maintenir la rente, au moins, toujours au moins comme aujourd'hui, peut-être que c'est pour ça que les syndicats veulent s'accrocher à cette nature duale. Bien sûr, l'objectif est d'augmenter les rentes, le niveau des rentes pour l'ensemble des salariés victimes d'accidents du travail. Sauf que le problème, c'est que cette augmentation des rentes pour tous les salariés vient contrarier l'indemnisation qui a été améliorée pour les Fotinex et pour les victimes d'accidents de trajet avec tiers responsable. Donc, comment faire pour obtenir à la fois une meilleure indemnisation de toutes les victimes d'accidents du travail et sauvegarder ce qui vient d'être acquis? C'est le dur travail que les syndicats doivent maintenant entreprendre. Moi, je pense qu'on va un peu dans le mur, là, hein, parce que, en tous les cas, on ne voit pas trop si l'article passe plus ou moins comme l'article 39, et si s'il y a une part fonctionnelle qui est ajoutée à la part professionnelle dans la nouvelle rente AT,
on va se retrouver avec le même système, c'est-à-dire que la Cour de cassation va dire que le DFP est couvert par la part fonctionnelle de la nouvelle rente AT, et donc on revient exactement à zéro. Alors, est-ce que cette nouvelle rente AT pourrait compenser ce que les victimes de faute inexcusable vont perdre? Alors là, j'en doute, mais alors à 100%, parce qu'il n'y a qu'à faire des petits calculs, on n'a aucun élément pour faire des calculs, hein. Mais même en faisant des petits calculs optimistes, on s'aperçoit que pour être dans l'équivalence, il faudrait quand même accorder des rentes très supérieures aux victimes de faute inex, et je ne suis pas sûr du tout que le gouvernement ou la sécurité sociale soit prête à aller la direction de la sécurité sociale soit prête à aller dans ce sens. Et il y a plein de pièges qui essaiment la rédaction de cet article, et notamment si vous regardez comment a été rédigé l'article précédent, l'article 39, où on parle de taux multipliés par des valeurs du point, c'est très différent de ce que nous on applique quand on indemnise le DFP. Quand on indemnise le DFP, on ne multiplie pas un taux par une valeur du point, on ne dit pas valeur du point multipliée par 60% de DFP, ce qui ne fait que 60%, on multiplie la valeur du point par 60, c'est-à-dire le nombre de points. Et quand vous avez dans l'article qu'on va multiplier un taux par une valeur du point, ça veut dire qu'en fait la victime, elle n'aura que 60% de ce à quoi elle a le droit, par rapport au DFP qu'elle aurait pu avoir si elle avait été indemnisée intégralement. Donc vous voyez comme le diable va se cacher dans le détail du libellé si jamais on arrive encore à un nouvel article 39 ou un autre numéro. Donc rien que sur ce petit détail, vous voyez, taux ou valeur du point, et avec nombre de points, on arrive à faire quelque chose de tout à fait différent. Et de toute façon, l'étude d'impact, une fois de plus, de l'article 39, le disait déjà, les mesures proposées impliquent nécessairement une diminution de l'assiette des salaires pris en compte qui sera compensée par l'introduction de la part fonctionnelle. Donc on va avoir une part fonctionnelle et corrélativement, ce qui se prépare peut-être, c'est une baisse de la part professionnelle. Donc je ne sais pas qui y aura gagné. En tous les cas, toutes les indemnisations faute inex et accidents de trajet indemnisables seront lésés. Alors en plus de ça, il y a une autre possibilité que les syndicats ont l'air de vouloir explorer, ça serait de dire que la part fonctionnelle, en fait, ce n'est pas l'ensemble du DFP, ce ne serait que la partie fonctionnelle du DFP, et que ce serait mise à l'abri les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d'existence qui seraient indemnisés à part et donc sanctuarisés comme poste personnel. Sauf que jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours refusé de scinder le DFP chaque fois que ça lui a été demandé, même en faute inex. Et donc il faudrait, dans ces cas-là, prévoir que la Cour de cassation elle-même va revirer de jurisprudence pour scinder le DFP. Et ça, pour le moment, il n'y a pas vraiment de prémisse de cette scission, à moins que M. Carbonaro nous ait des choses à nous dire là-dessus. Toujours est-il que, on s'engage dans une voie complètement floue, alors avec les anciennes rentes qui pourraient peut-être bénéficier de la nouvelle jurisprudence, les nouvelles rentes qui ne bénéficieraient plus de la nouvelle jurisprudence, avec un beau méli-mélo en perspective, et donc là, c'est la fête au méli-mélo. Voilà. Sur la question de la réforme, effectivement, que j'ai évoquée très brièvement tout à l'heure, moi je me suis posé une question qui est un petit peu un pas de côté par rapport justement au taux d'incapacité. Effectivement, ce qui est anticipé du côté employeur, c'est plutôt des hausses des taux d'incapacité actuels.
Étant précisé que moi, alors c'est une réflexion, mais vraiment pas forcément très fondée scientifiquement, mais moi j'ai le sentiment que vu le barème d'invalidité actuel sur lequel se fonde l'évaluation des taux d'IPP, j'ai pas le sentiment que les rentes pourraient baisser à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation. Moi j'anticipe plutôt une hausse sur la base effectivement d'un nouveau barème qui reste spécifique au DFP. Mais qu'est-ce que ça veut dire grosso modo pour les employeurs? Ça veut dire qu'on aura des taux d'IPP qui seraient plus importants, et là on se situe de l'autre côté dans les relations caisse-employeur. Ça entraînerait vraisemblablement un accroissement encore du contentieux sur les taux d'incapacité, puisque l'employeur aurait encore plus intérêt, entre guillemets, à aller contester les taux d'IPP pour réduire l'impact sur ses cotisations. Donc il y aurait peut-être un effet un petit peu pervers de ce point de vue-là, à charge ensuite pour l'employeur, et ça rejoint le débat qu'on évoquait. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il va falloir essayer de distinguer ce qu'il y a dans le DFP ou pas, enfin ce qu'indemnise la rente ou pas. Et du coup, dans la contestation employeur sur le taux d'IPP, donc dans les relations caisse-employeur, on se retrouverait aussi à devoir argumenter sur qu'est-ce qui est indemnisé ou pas au titre du DFP, qu'est-ce qui est indemnisé ou pas au titre de la partie fonctionnelle. Et on entrerait dans des débats qui seraient très complexes, ce d'autant plus qu'il faut toujours se rappeler que quand l'employeur se lance dans ce type de contestation, il n'a pas accès aux pièces médicales du dossier, il ne sait pas réellement quel est l'impact sur quelle est l'évaluation réelle faite par la sécurité sociale. Alors oui, il peut avoir accès dans le cadre de la commission médicale de recours amiable au rapport d'évaluation des séquelles quand il est complet, mais la Cour de cassation très récemment nous a dit que si la commission médicale de recours amiable ne nous envoie pas le rapport d'évaluation des séquelles, ça n'est pas grave, en tout cas ça n'est pas sanctionné par une inopposabilité. Donc on se retrouverait devant le juge à devoir solliciter une expertise, et aujourd'hui, il faut dire ce qui est, les juridictions de sécurité sociale sont assez réticentes à ordonner des expertises dans les recours introduits par les employeurs. Sans doute y a-t-il eu des abus qui justifient ce durcissement, mais à mon avis, il y a des cas légitimes où l'expertise se justifierait. Voilà, donc vraiment un petit pas de côté, mais qui a une incidence parce que la contestation du taux d'IPP pour l'employeur a un impact en matière de recouvrement par la caisse des conséquences de la faute inexcusable. Quand vous avez une faute inexcusable, une majoration de la rente, la caisse va récupérer le montant de la majoration de la rente sur l'employeur, mais elle le fait sur la base uniquement du taux d'IPP qui est opposable à l'employeur. Donc si l'employeur a obtenu une réduction du taux, et bien nécessairement la caisse ne va pas pouvoir tout récupérer. Donc il y a malgré tout vraiment un impact de ce point de vue-là. Alors, comme conclure, enfin, je crois que c'est moi qui vais parler en dernier, je crois. Donc, comme conclure, c'est ouvrir les débats. Je suis un bon élève. On peut peut-être se poser des questions. Là, on est sur la réparation intégrale. Donc, j'allais dire, effectivement, c'est pas nous ici à la tribune qui allons savoir ce que le législateur va faire, ce que les partenaires sociaux vont pouvoir éventuellement décider. Mais il serait peut-être temps quand même aussi de se poser la question ou plus exactement de se souvenir que puisque ce matin on nous l'a rappelé, ça n'était peut-être pas un compromis de 1898, mais plutôt une transaction, et que l'objectif quand même était de la pacification des relations. Moi, quand je suis côté victime et que je vois je suis obligé parfois d'engager 5, 6, 7, 8 procès pour obtenir des réparations ou pour obtenir une date de consolidation, pour obtenir un taux d'IPP, il serait peut-être temps aussi qu'on réfléchisse sur une manière d'indemniser un peu mieux les accidents du travail et les maladies professionnelles au stade de la prise en charge, faire en sorte qu'enfin on puisse avoir des réparations sur des appareillages, des prothèses, peut-être la prise en charge aussi de préjudices dans le cadre de cette réparation, pour éviter justement les procès en faute inexcusable, qui sont peut-être un peu d'autant plus nécessaires pour les victimes que justement elles essayent d'obtenir un petit quelque chose en plus, ou un gros quelque chose en plus en allant chercher la faute inexcusable. Donc il faut, à mon avis, puisque justement le système est un peu ancien, peut-être un peu à bout de souffle, plutôt que de se cramponner à quelque chose qui existe, se poser la question de peut-être remettre les choses un peu plus à plat. Et moi j'avais participé très modestement à une table ronde de la CNAM sur la branche accident du travail et maladie professionnelle, sur aussi les missions de prévention. Je rappelle quand même que la caisse, la branche AT-MP est bénéficiaire, et que cet argent doit avant tout servir à la mission qui est donnée aux caisses de sécurité sociale dans la loi de 1946. C'était un choix qui a été fait par le législateur, et c'est le choix de la prévention. Donc moi, je termine sur ma marotte. Il faut que les employeurs, enfin, et les TPE-PME aidés par les caisses de sécurité sociale, fassent de vrais efforts de prévention. Il y a une marge de manœuvre considérable en France. Je vais donner un seul chiffre, 60% des TPE-PME n'ont pas de document unique à jour, et n'ont pas de document unique tout court. Donc ça veut dire que beaucoup d'employeurs ignorent totalement l'évaluation des risques. Et ça, les caisses de sécurité sociale ont le pouvoir
je dis bien le pouvoir financier et juridique, de faire en sorte que ça change. Et ce n'est pas par la sanction, c'est par une culture de la prévention. C'est un petit peu le sujet de ma thèse, mais c'était aussi le sujet du Parlement européen qui nous invite, c'est parce que ce n'est pas qu'un problème français, hein, c'est un problème européen, de faire en sorte qu'il y ait une véritable culture de la prévention et qui passe par autre chose que l'indemnisation des accidents qu'on n'aurait pas réussi à éviter. Voilà, je termine par là pour ce qui me concerne.